Bonjour chers amis, aider nos enfants à développer une confiance en soi et une bonne estime de soi, c'est ce que souhaitent beaucoup de parents. Comment faire pour les accompagner à devenir des adultes pleins d'assurance, sereins et épanouis, des adultes capables de faire front aux aléas de la vie sans s'écrouler? Comment confiance et estime de soi se forgent-elles chez nos enfants? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Quels sont les comportements à proscrire? Et ceux au contraire à privilégier? C'est ce que nous allons essayer de déblayer ensemble aujourd'hui avec Adeline qui est thérapeute énergéticienne et Catherine qui est coach en développement personnel et professionnel. Bienvenue à votre émission habituelle Café d'éveil. On s'abonne, on like, on laisse des commentaires et on partage. Tout d'abord, un merci particulier à nos auditeurs de France, du Gabon, du Maroc, du Canada, des Caraïbes, des Belgiques, des États-Unis. Pardon si j'ai oublié de citer quelques-uns, on le fera au fur et à mesure, qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Les jeunes, ils s'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Aujourd'hui, nous voyons comment booster confiance en soi, estime de soi, amour de soi chez nos jeunes, leur apprendre à s'aimer et à prendre conscience de leur véritable valeur. Vaste sujet, n'est-ce pas Catherine? Bonjour José, bonjour Adeline, bonjour à tous depuis Bruxelles. Effectivement, José, vaste sujet. Bon, alors, en tout premier lieu, précisons quand même que la confiance en soi découle de l'estime de soi. Ce qui veut dire que si j'ai une bonne estime de moi, si j'ai une bonne image de qui je suis, si je m'aime, je vais donc avoir confiance en mes capacités et je vais donc être plus confiant à aborder les expériences de la vie. Autrement dit, pour que j'ai confiance en moi, il faut d'abord que j'ai cette estime en moi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux insister sur la différence entre ces deux notions pour bien clarifier? Bien sûr, José. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est la valeur que je me porte. C'est le jugement ou l'évaluation de l'image que j'ai de moi. Alors que la confiance en moi va être en rapport avec mes capacités, avec mes compétences et va répondre à la question, est-ce que je suis capable de? Elle va donc se construire sur mes réussites, sur mes échecs, mais également sur les jugements et les critiques que vont avoir ceux qui vont m'entourer, notamment lors de notre enfance. Donc effectivement, si l'estime et la confiance en soi donc se construit dès l'enfance, elle va avoir une influence tout au long de notre vie. L'adolescence est également une période durant laquelle l'estime et la confiance en soi sont très fragiles. Quel est l'intérêt de développer l'estime et la confiance chez un jeune, chez un adolescent ou même chez tout être humain d'ailleurs? Alors, de ces deux atouts va découler, une fois adulte, la capacité donc d'exprimer des idées, des opinions, de défendre un point de vue, de défendre ses droits, d'oser demander, et donc tout simplement notre capacité à nous affirmer, ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Donc vous voyez, vous en mesurez donc l'importance. Un adulte qui n'a pas cette affirmation de soi, c'est quelqu'un qui va passer à côté de tout, qui aura du mal à, à défendre et qui il est. Vous savez, moi, le nombre de personnes, par exemple, en consultation, qui viennent me voir pour un gain en estime ou en confiance en soi, doit représenter à peu près 8 consultations sur 10. De même, lorsque j'interviens dans une entreprise, en coaching d'équipe et notamment en team building, c'est impressionnant. Je vois les dégâts que peuvent faire les déficits en estime et en confiance en soi chez les adultes dans le monde professionnel.
Donc, en mon sens, c'est vraiment une thématique qui doit tous nous interpeller. Je vais me tourner vers Adeline, notre énergéticienne. Qu'est-ce que ces notions de confiance et d'estime de soi évoquent en toi? Est-ce que ça ne serait pas, comme on dit, hein, l'arbre qui cache la forêt? Bonjour José, bonjour Catherine, bonjour à tous et à toutes. Alors, dans un premier temps, j'aimerais quand même rappeler qu'aucun de nous n'est arrivé sur Terre avec un mode d'emploi, y compris le rôle de parent, qui est certainement l'un des métiers les plus complexes au monde. Alors, je reçois beaucoup de parents et d'enfants désemparés et il est devenu très commun d'entendre mon enfant est démotivé, il n'a pas envie d'aller à l'école, je dois me battre tous les soirs pour lui faire ses devoirs et le pousser à travailler. De la même manière, de la voix de l'enfant, c'est à cause de l'enseignant, à cause du professeur, il ou elle explique mal, ainsi de suite. Alors, on peut également noter euh, des notions qui nous relient notamment au comportement, mais dans le sens de la violence également, ou du mensonge, pourquoi pas. On peut également, pourquoi pas, constater que l'enfant s'isole, qu'il est renfermé. Et puis malheureusement, pour certains, ont fait des tentatives de suicide. Donc, ce sont autant de signes, je crois, annonciateurs de rupture de communication, voire de tempête familiale, hein, évidemment. Alors, pourquoi est-ce si difficile pour certains de se concentrer, de travailler en groupe? Pourquoi cette démotivation, ce manque d'estime, de confiance en soi de la part des plus jeunes? Moi, je m'interroge, hein, je les regarde. Et toutes ces phrases sont le quotidien d'un grand nombre de parents, d'enfants d'ailleurs, en rupture avec le système éducatif notamment, qui malheureusement laisse beaucoup désœuvrer. Et dans ce même système où tout se mesure au QI et valorise essentiellement l'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique, il est opportun de se demander si nous avons les bons codes, effectivement. Je reviens vers toi, Catherine. Comment est-ce que nous, les parents, quel rôle est-ce qu'on peut jouer pour aider nos enfants à développer ces notions d'estime de soi, de confiance en soi? Alors certes, José, comme l'a souligné Adeline précédemment, c'est complexe d'être parent. En revanche, n'oublions quand même pas que les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Essayons donc de l'améliorer, comme le disait à juste titre lors d'une de ses interviews la psychanalyste Hélène Vecchiali. Pourquoi je dis ça? Parce que même si c'est complexe, nous devons absolument prendre conscience que nous avons, nous en tant que parents, absolument un rôle à jouer. Alors, quel rôle avons-nous à jouer en tant que parents dans cette construction? Même si la confiance en soi, donc vous l'avez compris, se développe tout au long de notre vie et au fur et à mesure que nous allons donc vivre des expériences, la période de l'enfance va être décisive. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'option d'insister, moi, sur cette période. C'est donc la période de la construction. Cette période va avoir un impact considérable sur l'adulte que l'on va devenir. C'est donc par définition une période extrêmement sensible où il est important d'apprendre à nos enfants à avoir une image positive d'eux, à croire en eux et à être convaincus de leurs valeurs. Comment un parent, X ou Y, hein, toi, moi, Adeline et ceux qui nous écoutent, peuvent aider leurs enfants? Oui, José, c'est d'abord, alors il faut vraiment prendre conscience que c'est d'abord dans la relation avec ses parents que l'enfant va construire son estime et donc sa confiance en soi. Pour être assuré qu'il a de la valeur, un enfant doit être assuré qu'il en a une pour ses parents. D'abord, il doit sentir que son existence, elle est essentielle pour eux. Alors, ça va passer par des paroles, par des actes, par les projets qui le concernent. Ensuite, il doit se sentir apprécié, il doit se sentir reconnu et aimé pour ses particularités, pour son unicité. Et pour cela, il est important que l'enfant soit différencié de ses frères et sœurs.
et non inclus dans cette espèce de fourre-tout qu'on appelle communément les enfants. Non, il y a Pierre, Paul, Jacques, Adeline, Catherine, José, c'est pas les enfants. Ensuite, il doit sentir qu'il est respecté pour ce qu'il est et tel qu'il est. Alors, il va être respecté pour sa sexuation. C'est-à-dire que peu importe qu'il soit fille ou garçon, ça ne va pas donner plus de valeur aux yeux de ses parents. Il doit être respecté dans son corps, c'est-à-dire il doit être respecté dans sa pudeur, dans son intimité et par rapport aux différentes phases de son développement. Évitons de prendre un enfant qui a 5, 6, 7 ans pour un bébé. Il doit être respecté aussi dans son corps. Attention à ne pas se promener nu devant nos enfants. Et il doit être aussi respecté dans ses désirs et ses paroles. C'est-à-dire que l'opinion, les désirs, les paroles de votre enfant doivent être pris en considération. Et surtout lorsqu'il s'agit de lui, lorsqu'il s'agit de son avenir. Donc, en résumé, l'enfant va d'abord acquérir l'estime et la confiance en lui via ses parents et leur amour inconditionnel. Il se sait aimé, quelles que soient ses performances. Voilà. L'enfant a besoin de cet amour inconditionnel de ses parents. Plus tard, va venir le regard des autres adultes référents, comme les éducateurs, les enseignants, les coachs sportifs, etc. Puis, les autres enfants, alors que ce soit les enfants de la fratrie, les enfants de la famille et les enfants de l'école. La bonne estime que l'enfant va avoir de lui ou pas, vous l'avez compris, va donc dépendre de la reconnaissance des gens qu'il va avoir autour de lui. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, hein, qu'il ne fallait pas, j'ai capté dans ton discours, se promener nu devant les enfants. Y a-t-il des erreurs comme ça que les parents commettent inconsciemment et qu'ils ne doivent pas commettre? Alors c'est vrai que même s'il n'existe aucun mode d'emploi, et loin de moi ici d'avoir la prétention de vous expliquer comment vous devez élever vos enfants, toutefois, il y a quand même des choses qui sont très simples et sur lesquelles nous devons rester vigilants. Alors, par exemple, attention aux railleries. Chez un adulte qui va avoir le sens de l'humour développé, ça peut passer. Un enfant, il va le prendre au premier degré. Donc, attention aux moqueries, aux railleries. Attention aux comparaisons minimisantes, que ce soit avec un autre enfant de la fratrie ou bien même en comparaison à nous quand on avait son âge. On entend souvent, moi à ton âge, je savais faire du vélo à 2 roues, ou moi à ton âge, je savais faire ceci, cela. C'est très, très mauvais pour la construction que l'enfant va avoir de lui en estime et en confiance. Donc les railleries, les comparaisons minimisantes, attention aux réflexions déplacées sur son physique ou par rapport à une réaction émotionnelle que l'on va juger trop forte. Par exemple, cette fameuse phrase « un garçon, ça ne pleure pas », c'est quelque chose qui est complètement contre-productif dans l'estime et la construction que va avoir ce jeune garçon en devenant un jeune homme puis un homme. Attention également aux mises à l'écart. Sous prétexte qu'un enfant serait moins doué que les autres pour faire ça, eh bien, on va le mettre à l'écart. Attention, bon, bien évidemment, aux maltraitances, ça, j'aurais pas besoin de m'étendre là-dessus, et aux culpabilisations répétées. Voilà. Tout ça va conduire l'enfant, puis l'adolescent qui va devenir, à un désamour de soi, voire à une honte de qui il est. Les blessures de l'enfance, qu'il faut bien retenir, c'est que les blessures de l'enfance, que ce soit l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison ou l'injustice, font des dégâts incroyables sur l'état de confiance et d'estime de soi de l'adulte que cet enfant va devenir. Et enfin, comme nous l'avons vu, la cellule familiale, et ça c'est un point sur lequel je souhaite vraiment insister, est le premier exemple pour l'enfant, et ce dernier va donc s'identifier à ses parents. Et attention, à parents peu confiants, enfants peu confiants. Les enfants sont branchés en ligne directe sur l'inconscient de leurs parents. Si vous voulez des enfants en estime et en confiance en eux, commencez par travailler les vôtres. Merci Catherine.
je me tourne vers Adeline. Catherine vient de nous développer un ensemble de règles, mais très attachées à la famille, n'est-ce pas? Or, on sait que la personnalité de nos enfants se forge entre la famille et l'environnement extérieur, et notamment l'école. Alors, quelle est la part de responsabilité qu'on peut attribuer au système scolaire, Adeline? Eh bien, il est évident qu'à partir du moment où nos enfants vont à l'école, ils passent en majorité plus de temps à l'extérieur de chez eux qu'auprès de leurs parents. Et en général, ce sont ce qu'on appelle des hauts potentiels émotionnels ou hauts potentiels intuitifs. Alors, forcément, dans un système basé sur la compétition, ça grince, comme on dit. Et on les nomme également starseed, ces enfants, ou enfants indigo, enfants arc-en-ciel. Et ils sont directement connectés, reliés à leurs émotions. Alors, ils sont en rupture avec les schémas précédents, et ce n'est pas un hasard du tout. Et non, ce n'est pas une question d'intelligence, mais peut-être, je dis bien peut-être, que ces enfants ont effectivement une façon différente d'apprendre, un type d'intelligence qui n'est pas valorisé et encouragé au sein de notre système d'enseignement scolaire ou éducatif. Est-ce que vous avez des outils bien précis, hein, techniques, ou quelque chose qui peut aider les parents à développer enfin, cette confiance et cette estime chez leurs enfants, et surtout aussi, donc, vous, en tant que praticien, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Il y a toujours des solutions, et effectivement, ici encore, notamment dans mon cadre qui est celui de la thérapie énergéticienne, la première étape consiste à procéder à un état des lieux qui va nous permettre donc d'identifier les atouts et les faiblesses à travers l'exploration de plusieurs types d'intelligence. Ces dernières révèlent plusieurs types de caractéristiques, voire de personnalités d'ailleurs, et nombreuses d'entre elles sont très peu utilisées, voire pas du tout mises en avant dans le système scolaire. Donc, c'est un des facteurs qui pourrait nous donner une toute autre lecture sur les difficultés qu'ont beaucoup d'enfants. Et si les méthodes d'enseignement ne permettent pas de mettre à contribution leur habileté, leur ingéniosité, leur créativité, comment voulez-vous qu'ils apprennent et réussissent? Et comment voulez-vous que nos enfants, en dehors du cadre familial, puissent réellement s'épanouir et donc développer leurs capacités? J'attends avec grand intérêt le développement de ces différentes intelligences ou formes d'intelligence. Et toi, Catherine, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors moi, José, aujourd'hui, donc je vais vous parler d'un outil de développement personnel que j'utilise pour justement aider à travailler la confiance et l'estime de soi. À noter que ce protocole que je vais donc développer tout à l'heure, en tout cas que je vais vous présenter tout à l'heure, fonctionne extrêmement bien, notamment avec les pré-ados et les adolescents. Il s'agit donc d'un protocole que j'ai nommé la fleur à 7 pétales, Okay. et qui va permettre donc de se découvrir et de s'accepter, d'identifier ses atouts et son unicité, et de conscientiser ses réussites, justement pour apprendre à développer son estime et apprendre à se faire confiance. Très bien. On a deux outils, donc deux professionnels que vous allez nous livrer. Quels sont les signes pour tout parent de diagnostic ou d'identification ou de repérage d'un déficit d'estime ou de confiance en soi chez leur enfant? En tant que parents, nous devons de toutes les façons rester vigilants face aux signes de mal-être que pourraient manifester nos enfants. Donc, certains signes, toutefois, sont à prendre avec beaucoup de sérieux. Le repli sur soi, attention, la dépréciation,
Alors la dépréciation exagérée, hein, parce que bon, vous savez que au moment où nos enfants arrivent dans l'adolescence, voilà, ils s'apprécient pas forcément, mais la dépréciation exagérée, l'apathie, c'est-à-dire le fait de ne pas ressentir ou peu ressentir d'émotions, peut-être un signe de dépression. Ou d'abus d'alcool ou de drogue, une fatigue permanente aussi, la honte et le rejet excessif de son corps, des comportements violents, des phobies, autant de signes qui doivent nous alerter. Ok. Et quelles conséquences peuvent découler si cet enfant n'est pas aidé rapidement, en tout cas au moment où on repère ces signes? Ben, si rien n'est fait, les conséquences plus tard vont être multiples, bien évidemment, vous vous en doutez, avec des répercussions plus ou moins graves, hein. Donc, difficulté à atteindre ses objectifs, difficulté à se sentir heureux avec un fort sentiment d'être passé in fine à côté de sa vie, difficulté à créer des liens, donc à sociabiliser, de l'intimité, le fort sentiment d'être nul, la peur d'essayer de nouvelles tâches, de se lancer dans de nouveaux défis. Ça peut aller même jusqu'à des négligences vestimentaires, d'hygiène corporelle et des négligences sur sa santé. Voilà, donc tout cela va donner donc encore une fois des adultes qui auront beaucoup de mal à prendre des décisions, à faire des choix pour eux-mêmes, des personnes très vulnérables aux addictions et vraiment les terrains de prédilection pour les pervers narcissiques et autres prédateurs. Quel est ton avis, toi qui vois les choses du point de vue énergétique? Énergétiquement, un enfant en carence de confiance et d'estime de lui-même est malheureux par manque d'alignement. Pardon. Et un mauvais alignement ouvre la porte à la maladie. Donc, il faut comprendre que dans le cadre de sa construction personnelle, l'enfant inévitablement va cacher certaines informations, par peur notamment du jugement, par exemple. C'est pourquoi noter tout ce qui paraît différent ou extraordinaire est essentiel pour ne rien rater du film, ou en tout cas le moins possible. Et sortir de sa cellule familiale n'est pas chose aisée. Et l'environnement scolaire est un terrain qui peut être le théâtre de nombreux drames et mettre la confiance et l'estime à rude épreuve. Et si l'enfant ne cadre pas avec les limites du système éducatif, naturellement, un autre enfant va chercher à compenser certains manques ailleurs. Et là, cela est compliqué parce qu'il va irrémédiablement donc attirer à lui des prédateurs, hein, dont parlait Catherine, friands de ce genre de victimes qui, eux, vibrent sur la fréquence qui fait donc défaut ici. Et si le souci ne peut être réglé dans le cadre familial et qu'il perdure, l'enfant devra se faire accompagner par un professionnel afin d'éviter que la carence de confiance et d'estime ne le suive toute sa vie. Très bien. Justement, en parlant de professionnels, sur quels outils ou protocoles travaillez-vous avec des jeunes qui viennent vous voir pour ce genre de problématique? En fait, en un mot, comment est-ce que vous accompagnez ces jeunes qui ont ce type de problème? Donc moi, en ce qui me concerne, tout à l'heure, j'ai parlé de ce protocole que j'aime particulièrement, donc la fleur à 7 pétales. Et lorsque je reçois donc un jeune en manque d'estime, de confiance, je vais d'abord l'emmener à se découvrir, à s'accepter tel qu'il est. Ça va être la première chose. Je vais l'aider aussi, l'emmener à prendre conscience de ses pépites intérieures. J'aime beaucoup ce terme-là, pépites intérieures, de son unicité et à capitaliser sur toutes ses réussites, même les plus infimes. On n'a pas besoin d'avoir grimpé, d'avoir escaladé le mont l'Everest ou l'Himalaya pour avoir réussi quelque chose dans sa vie. Il faut savoir capitaliser même sur les petites réussites, celles qui peuvent paraître insignifiantes ou même normales. Donc pour cela, je vais me baser donc sur la méthode des fleurs à 7 pétales pour aider l'enfant à identifier d'abord ses principales qualités et forces. Ça va constituer premier pétale. Ensuite, nous allons travailler sur ses intelligences dominantes. Adeline, on a les a évoquées, mais elle vous en parlera plus tard en détail. Nous allons ensuite travailler sur ses principaux talents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait avec aisance dans le plaisir, voilà, sans se forcer. Quelles vont être ses valeurs
primordial, ce qui va faire sens pour lui. Qu'est-ce qui va être en cohérence donc entre ses actes, ses pensées, ses paroles. Nous allons aussi aller chercher ses principales passions, ses verbes d'action, et enfin nous allons aller identifier ce qu'on appelle les inspirateurs ou les mentors, qu'ils soient réels ou fictifs. Voilà. Donc ce support qui va donc constituer la fleur de ce jeune, va être le résultat d'une vraie introspection, d'un vrai travail d'introspection, chaque pétale étant le résultat donc d'un protocole bien précis. Voilà. Avant de constituer un pétale, ça va être l'objet d'une ou parfois de 2 séances. Donc, et ce support va l'aider petit à petit à modifier le regard qu'il a sur lui-même et à regagner en confiance. Merci. Adeline, toi, tu travailles, tu l'as annoncé, hein, sur les intelligences multiples, donc les différentes intelligences. Comment est-ce que tu vas procéder? Quel est ton protocole? Comment tu accompagnes les jeunes? Alors, de mon côté, je m'appuie donc sur les travaux du docteur Howard Gardner, qui est psychologue américain, notamment professeur de psychologie cognitive et, à l'université d'Harvard. Il est donc le père de la théorie sur les intelligences multiples, qui sont au nombre de 8, quoiqu'elles évoluent. On vient d'en trouver une autre, mais bon, je ne vais pas l'évoquer ici, on en parlera une autre fois. Ce bouquet donc contient 8 fleurs. Alors, la première des fleurs que l'on peut découvrir chez l'enfant est la fleur verbo-linguistique. C'est l'intelligence de ceux qui sont doués notamment dans l'utilisation du langage. Alors, ces enfants, de manière générale, sont sensibles donc à toutes les formes de communication et au sens des mots. Au sein de ce genre de profil, vous allez retrouver par exemple des écrivains notamment. La seconde fleur que l'on peut identifier ici est la fleur logico-mathématique. C'est l'intelligence de ceux qui aiment résoudre des problèmes logiques, notamment en mathématiques, et qui analysent en permanence les causes, les conséquences, etc. Ces enfants, eux, sont sensibles aux énigmes, par exemple. Ils fonctionnent par analyse et déduction et ont besoin de passer par la logique du raisonnement pour comprendre, c'est très important pour eux. Par exemple, ici, je vais en citer un ou deux. Vous avez les profils d'ingénieurs notamment, ou d'avocats aussi, qui ont besoin d'être des formes d'analyse cartésienne, même s'ils sont également verbo-linguistiques. Comme quoi, ces deux premières sont très importantes parce qu'elles caractérisent essentiellement les deux formes d'intelligence qui sont mises en avant dans le système éducatif. Et troisième fleur? Alors la troisième, c'est la fleur kinesthésique ou corporelle. C'est l'intelligence de ceux qui aiment apprendre au travers des sensations physiques notamment. Ces profils aiment également mimer, jouer la comédie, bouger, faire du sport. Pour eux, pour ces enfants, apprendre en restant assis est surréaliste, tout en apprenant des concepts théoriques, totalement surréalistes. Donc, ils ne se retrouvent pas dans cet environnement forcément, ils finissent par s'ennuyer. Alors, la quatrième fleur, elle, est la fleur visio-spatiale. C'est l'intelligence des personnes qui ont une facilité à se représenter des images mentales précises et complexes. Ces enfants apprennent mieux, notamment en dessinant ou en représentant des images mentales. Ils sont généralement doués pour les jeux de construction ou pour comprendre des concepts liés au volume. Et ils font preuve très souvent d'une très grande imagination. Alors, en termes de métier, on va retrouver les architectes, ou pourquoi pas les peintres, ou les concepteurs de logiciels, ou les géographes aussi. Voilà, on est dans l'espace. Nous passons donc maintenant à la cinquième fleur, c'est ça? C'est ça. La cinquième, c'est la fleur musicale ou rythmique. C'est l'intelligence de ceux qui ont une facilité à mémoriser
notamment des mélodies, harmoniser des sons. Enfin, ils aiment en tout cas jouer des instruments de musique, et s'ils n'aiment pas, en tout cas, ils apprennent mieux, en chantant, notamment. Avec certains enfants à qui on fait notamment apprendre des récitations, notamment en psalmodiant, en mettant une rythmique et non pas de manière linéaire, leur permet de mieux apprendre. Super. La sixième fleur, donc, puisque j'y arrive, est la fleur interpersonnelle ou sociale. C'est l'intelligence des personnes qui sont capables d'empathie et de deviner les intentions des autres. Ces enfants apprennent mieux lorsqu'ils interagissent avec d'autres. Ils aiment partager et travailler en groupe. Notamment, alors sur ce type d'intelligence, les enfants qui sont détenteurs de ce type d'intelligence en particulier ont en ce moment énormément de problèmes parce qu'ils ont besoin du contact. Et là, ils sont en manque de contact. Donc, les métiers potentiels que l'on peut retrouver ici, on a les enseignants, mais on peut aussi retrouver les politiciens, ces chers politiciens, les commerçants aussi, les gens qui ont la fibre du commerce, voilà, ont une grande intelligence interpersonnelle. Alors, de même ensuite, à contrario, on aura la fleur, l'intelligence intrapersonnelle. C'est l'intelligence des personnes qui aiment apprendre et s'améliorer, qui savent se mettre des challenges notamment, se remettre en question. Ces enfants apprennent mieux lorsqu'ils sont seuls ou isolés. Eux, par contre, ont des soucis lorsqu'ils sont dans le groupe. Mais de manière générale, sinon aucun moyen de savoir, comment dire, s'ils vont de l'avant, ils seront rapidement découragés. Voilà, s'ils n'ont pas de visibilité, ils seront découragés. Donc ici, on peut retrouver les romanciers, mais aussi les chercheurs, les thérapeutes aussi, les philosophes, etc. Et la dernière fleur qui compose ce bouquet, c'est la fleur naturaliste. C'est l'intelligence des personnes qui sont capables de différencier les êtres vivants les uns des autres et se montrent sensibles aux caractéristiques du monde environnant. Ces enfants aiment la nature, les animaux, les plantes, et ils apprennent mieux lorsqu'ils peuvent être reliés à ce qu'ils apprennent, lorsqu'ils peuvent relier ce qu'ils apprennent à la nature. On va retrouver donc les botanistes, mais aussi les archéologues, les cuisiniers aussi, les chefs de cuisine, voilà, pour ce qui est de ce premier lot de fleurs. Ok. Juste par curiosité, donc tu as cité 8 fleurs. Tu dis qu'on en a trouvé une 9e. Je pourrais faire les recherches et je pense que beaucoup de parents pourront les faire. Moi, j'ai été enseignant pendant 7 ans et oui, je peux t'assurer que ce type d'intelligence aurait pu aider mes collègues à mieux comprendre nos élèves. Bon, aujourd'hui, je l'apprends, tant mieux, et j'espère que d'autres personnes l'apprendront via cette émission, approfondiront leurs recherches ou vous consulteront. Quelle est cette 9e intelligence? Alors, écoute, je vais quand même la révéler parce que bon, voilà, tic-tac, c'est l'intelligence existentielle. Super, d'accord. Okay. Donc, on vient de mettre effectivement, c'est la dernière. Elle a été ajoutée en fait aux précédentes. Et c'est vrai qu'étant moins connue dans l'ère de l'esprit, on va dire, elle pourra effectivement, elle aussi, apporter des réponses extrêmement importantes aux enfants qui ont ce type d'intelligence et qui sont mal compris. Donc. Adeline, comment est-ce que tu utilises ces intelligences multiples dans ton métier? Alors, dans le cas thérapeutique, nous allons procéder en 2 points. Avant tout, mettre l'enfant au centre du jeu. Et quand je dis jeu, c'est J-E, d'accord, en résonance avec ceux qui entendront. En établissant un dialogue et une écoute qui vont nous permettre de nous focaliser sur la manière dont il vibre, ce qu'il souhaite, ce qu'il ressent en clair, comment il fonctionne. Cet état des lieux, pour moi, est vital parce que
il va nous permettre d'identifier le point zéro où la confiance et l'estime ont été ébranlées. Si ce point n'a pas identifié, cette confiance en soi et ce manque d'estime n'arrivera pas comment dire, trouver issue pour arriver à la seconde étape. Donc voilà pourquoi identifier le point zéro en thérapie énergéticienne est essentiel. À partir de ce moment, la seconde étape est une mise en situation autour d'ateliers et de tests qui vont mettre l'enfant en situation. Alors, j'ai pour ma part une technique qui part du chakra racine, qui est le siège de la confiance, en thérapie énergéticienne, en tout cas pour ce qui est des chakras. Le fait d'y associer l'art-thérapie me permet donc, à l'aide d'outils qui ne sont pas du tout utilisés dans le cadre scolaire, notamment à travers le dessin, la peinture, mais il peut arriver que je fasse appel à la sonothérapie pour déclencher certains process. Et c'est à ce moment-là, et selon les cas, en identifiant les fleurs dominantes, on va pouvoir donc voir quelles sont les fleurs qui correspondent en dominance chez l'enfant et en utilisant donc ses propres compétences pour y arriver. Et non, pour y arriver ou pour progresser, hein, et non à partir des intelligences que lui impose le système éducatif pour arriver à une solution. L'idée est donc ici de l'exposer justement à ce que l'école donc propose peu. Ça peut être le théâtre, le dessin, la musique. Et il y a une activité que j'aime beaucoup, c'est des activités de connexion de plein air. Notamment par le cadre de balades dans la nature, afin que l'enfant révèle naturellement ce pourquoi il est fait et ainsi retrouver la pleine confiance et donc l'amour de lui-même. Catherine, quel bénéfice constates-tu à travers l'outil dont tu nous as parlé? Alors, se connaître et s'accepter tel que l'on est pour avancer, s'épanouir et être libre de ses choix, c'est pas mal, non, déjà comme programme? Oui, c'est pas mal, oui. Alors, est-ce qu'on peut arriver tout seul? Alors, apprendre à s'aimer, c'est toujours pareil. Apprendre à s'aimer, prendre conscience de sa véritable valeur, cela demande d'aller chercher vraiment au fond de soi le plus sincèrement possible. Ce qui n'est pas chose aisée, hein. Ça a l'air facile quand on en parle comme ça, mais moi, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi-même, et c'est beaucoup moins facile que ce qu'on peut le penser. Notre façon de fonctionner, donc on va aller conscientiser, chercher notre façon de fonctionner, nos pensées, nos croyances limitantes, paralysantes, qui nous empêchent de progresser. On va aller chercher nos valeurs, nos talents, nos qualités, nos intelligences, pour en faire des ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Soyons honnêtes, c'est très compliqué de faire ce cheminement en toute authenticité sans se faire accompagner. À titre d'exemple, pour ce genre d'accompagnement, moi je compte un cycle entre 6 et 8 séances de 1h à 1h30. Ok, c'est bien de le rappeler parce que une fois qu'on a exposé l'outil, beaucoup de personnes peuvent se dire chouette, je vais acheter un livre, le lire pendant un an et essayer de comprendre comment ça marche. Et on peut se rendre compte que effectivement, ce n'est pas, voilà, on s'improvise pas thérapeute ou coach. Et moi, j'en ai reçu des gens comme ça qui avaient essayé par eux-mêmes. Alors, c'est double travail parce que bien souvent, il y a des mauvaises compréhensions, il y a eu des mauvaises techniques de prise. Et voilà, donc il vaut mieux commencer au début sur un individu neuf, alors que sinon on est obligé de déprogrammer parce que voilà, des mauvaises habitudes, tout en voulant bien faire, bien évidemment, hein, mais voilà, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les auto-écoles, chez les personnes qui ont appris à conduire. Des mauvaises habitudes. Toutes, voilà, elles ont souvent des mauvaises habitudes et qui... bref, Adeline, toi, de ton côté... tu travailles donc sur ces intelligences multiples. Quels bénéfices est-ce que tu constates? Et puis, bon, tu l'as déjà dit, hein, il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel. Quels sont les bénéfices que tu...
Les intelligences multiples proposent à chacun de renouer avec la motivation et la réussite. Alors je dis chacun, mais c'est voilà, l'enfant, le parent, le vase communicant. En effet, même si l'école se focalise sur deux types d'intelligence, chacun peut découvrir des stratégies donc pour mieux exploiter son potentiel, apprendre à l'enfant à se connaître et à découvrir quel est son type d'intelligence et mode d'apprentissage préférentiel, lui permettra ainsi de mieux comprendre, mieux assimiler une leçon et donc de mieux apprendre. Et cette théorie permet également de combler les 4 besoins de la base de la théorie de Maslow, que tu aimes beaucoup, Oui, José. beaucoup même. Tu connais bien. Voilà, donc on y parle de plaisir, car l'apprentissage peut se faire de manière ludique en concordance avec les habiletés naturelles des enfants. On y parle d'appartenance, parce qu'il est possible d'appartenir de manière différente et de faire partie de la communauté d'apprenants de son groupe de classe. On a également une notion de sécurité, d'estime de soi, car les enfants développent de plus en plus la connaissance de leurs points forts, donc, et on parle de réalisation, de révélation, car l'enfant a la sensation qu'il peut apprendre, se sentir compétent et réussir. Alors, le regard qu'il a sur lui-même est moins tributaire, donc, du regard de l'école et des autres, et s'enracine davantage sur un sentiment propre, donc, de compétence. Alors, la théorie du docteur Gardner, moi, je suis totalement fan, depuis que, voilà, il a mis un mot sur des formes de questionnement qui apportent un nouvel éclairage au concept d'intelligence. Elle permet de voir l'apprenant autrement et souffle un vent rafraîchissant sur les stratégies d'enseignement et d'apprentissage de notre système scolaire ou éducatif tout court. Eh bien, extrêmement intéressant tout ça. Vaste sujet d'ailleurs, comme je l'ai dit en introduction. Pour ma part, je vous aurais bien écouté encore pendant des heures et des heures, mais il va être temps de conclure notre émission du jour. Comme à l'accoutumée, mesdames, je vais donc vous demander un mot de la fin. On commence par Catherine. Oscar Wilde disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire à mes enfants. Je leur dis dès que je peux. Et tout ça pour dire, aidons nos enfants à apprendre à se connaître, aidons-les à découvrir leurs pépites intérieures et à s'aimer tels qu'ils sont. Valorisons chez eux leur unicité. Bien sûr, alors il ne faut pas tomber dans l'excès, mais apprenons à valoriser nos enfants tels qu'ils sont pour en faire ensuite des adultes qui seront épanouis, sûrs d'eux, capables de relativiser les échecs et les obstacles, qui ne manqueront pas de venir joncher donc malheureusement leur parcours de vie. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans Café d'éveil et en attendant, prenez soin de vous. Adeline, ton mot de la fin? Alors, Einstein, que j'aimais beaucoup, disait que nous passons 15 ans à l'école et pas une fois 15 ans de notre vie à l'école, et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Yes. J'ai appris lors d'une formation il y a 2 ans, 3 ans, que 80% des métiers qui allaient éclore d'ici 2025 étaient encore inconnus. Et le système éducatif francophone est excessivement cloisonné. J'ai bien peur également que la technologie ait remplacé l'éducation de proximité des parents. Par contre, voilà, je profite de cette tribune pour faire un appel particulier aux parents qui peut-être ont été par le jeu de la vie et de la pression exercée, qui n'ont peut-être pas été attentifs à certaines choses. Par contre, le réaliser est déjà une grande partie de la résolution du problème. Donc, la réalité extérieure nous démontre que nos ados, nos enfants ont à l'intérieur d'eux-mêmes les solutions qui nous ont fait défaut. Je leur fais confiance à ces enfants, à cette génération, en leur redonnant la parole, en les plaçant au centre du débat. Je nous fais confiance également en tant qu'encadrant
pour réaliser la belle jeunesse que nous avons. Je vous dis à très bientôt. Que le meilleur soit. Merci Adeline. Bien, cette émission arrive à son terme. J'espère que le sujet de l'estime et de la confiance en soi chez nos jeunes vous aura aidé à prendre conscience pour devenir et surtout à avoir l'envie de passer à l'action pour une vie plus épanouie. N'hésitez pas à contacter Adeline et Catherine qui vous ont livré le meilleur qu'ils peuvent dans cette émission en prenant leur temps et leur passion. Donc n'hésitez pas à les contacter pour expérimenter aussi ces méthodes, n'est-ce pas? C'est bien la théorie, mais la pratique c'est toujours mieux, afin d'aider vos jeunes à mieux s'aimer et avoir confiance en eux. C'est votre trésor, ce sont vos bébés, c'est ce que vous avez de mieux et de meilleur sur cette terre. Ne les laissez pas dans la souffrance et les errements de ce siècle. Vous avez été nombreux à réagir sur les émissions dédiées au bonheur, au couple, au stress. Nous continuerons toujours à vous remercier. Franchement, merci encore. Nous restons très attentifs à tous vos commentaires bienveillants et à vos demandes de thématiques. N'hésitez pas à nous écrire et à les mettre en commentaire. À très bientôt au Café d'éveil. On clique, on s'abonne pour être informé des prochaines émissions. On se retrouve le 11 avril pour parler des relations toxiques dans le couple, la famille, les amis et le travail. À très bientôt.